L'objet de ce troisième cours, je l'ai spécifié dans la petite notice que j'ai mis en ligne, c'est de traiter trois questions. Enfin, il y a trois choses que je voudrais faire aujourd'hui. Trois choses qui vont tourner autour de deux textes. Le premier texte, c'était celui de l'anneau de Gigès, du mythe de l'anneau de Gigès, que j'avais mis en ligne. Et le second texte, c'est cet extrait, là encore, de République 2, qui vient un peu après, et dont on parlera tout à l'heure. Donc trois choses autour de deux textes. Ces trois choses, ça va être quoi? Dans un premier temps, pour dire un peu le plan de la séance, je voudrais faire une reprise de ce que j'avais dit la dernière fois, et essayer de rajouter quelques remarques supplémentaires sur l'anneau de Gigès. Dans un deuxième temps, j'aurais commencé la lecture du deuxième texte, et j'essaierai d'aborder la question politique qui a trait à l'option défendue par Adimante, c'est-à-dire la parole de l'ambitieux. Je vais revenir un peu sur toutes ces définitions tout à l'heure. Donc deuxième point sur la question politique, et troisième point, toujours Adimante, sur la question de l'ambition, la question religieuse. Donc en gros, on va parler de Gigès, ensuite on parlera de la politique, de l'ambition politique, et ensuite on parlera des scrupules religieux que peuvent rencontrer les hommes politiques, ce qui en fait un texte assez amusant. Voilà pour un peu la bande-annonce en concentré de ce qu'on va dire. Donc, dans un premier temps, accrochons-nous encore pour peut-être une vingtaine de minutes au texte de l'anneau de Gigès, c'est-à-dire République 2, le texte dont on avait parlé la dernière fois. Je rappelle, l'anneau de Gigès, c'est ce mythe que va raconter Glaucon à Socrate, mythe qui raconte la chute ou l'ascension, c'est comme on voudra, d'un berger qui découvre par hasard dans son champ un anneau magique qui lui permet de devenir invisible, et dès qu'il a compris et dès qu'il a découvert cet anneau, immédiatement il va se mettre à faire n'importe quoi pour devenir un tyran. Pourquoi est-ce que Glaucon, je le rappelle, utilise cette parabole? C'est pour précisément mettre en doute, et en tout cas défier Socrate sur son propre terrain, la morale, puisque le mythe de l'anneau de Gigès suggère au fond qu'on n'est jamais juste que par contrainte. C'est-à-dire si effectivement on est honnête, c'est que le regard des autres est braqué sur nous, c'est que les lois pèsent sur nous, et c'est au fond par impuissance qu'on va les respecter. Si on nous donne des super pouvoirs, ou au sens même le plus direct, si on nous donne le pouvoir, alors immédiatement on va goûter les passe-droits et le plaisir de l'injustice. Ce défi, il faudra pas moins des 8 livres successifs de la République pour que Socrate essaye de le relever. Donc, rappelons-le, la République est ce que j'avais dit à ce sujet-là, c'est une réflexion sur la justice en deux sens. La justice comme vertu morale, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que c'est que l'homme juste, et comme réalité politique, savoir qu'est-ce que c'est que la cité juste. C'est les deux questions qui vont être liées, qui vont être traitées par Socrate dans tout ça. Avec le livre 2, on l'a dit, pour faire encore un rappel des séances précédentes, avec le livre 2, on rentre véritablement dans la philosophie. Le dialogue devient philosophique, car on comprend avec Glaucon et Adimante, qui, je le rappelle, seront les deux interlocuteurs de Socrate dans la suite du texte, car on comprend avec Glaucon et Adimante que pour poser correctement le problème de la justice, dans ces deux aspects, la justice morale, l'homme juste, et la justice politique, la cité juste, pour le poser correctement, il faut réfléchir sur ce qu'il en est de l'homme par nature. C'était l'essentiel de mon propos la semaine dernière. Essayer de comprendre ce que l'homme est par nature, réellement, et s'interroger sur la question anthropologique, savoir quelle est la nature humaine, c'est précisément avoir suspendu l'espèce d'évidence qui est celle de l'opinion, évidence dans laquelle étaient enfermés les interlocuteurs précédents, ceux du livre 1, à savoir Céphale, Polémarque et Thrasymachus, dont on parlera à partir de la prochaine séance. En effet, pour toutes ces personnes, pour tous ces interlocuteurs, finalement, la question de la justice, ils avaient tout de suite une réponse. Ils ne voyaient pas que ça faisait problème. Il y avait la réponse du propriétaire, celle de Céphale, il y avait la réponse du poète, c'est Polémarque qui va rappeler la vie d'un poète, et puis la réponse de la révise Thrasymachus. Chacun a son opinion sur la question. Or, précisément, avec Glaucon et Adimante, on l'a dit la dernière fois, on quitte le terrain de l'opinion pour essayer justement de poser la question de la nature. Se dire, je le rappelle, Glaucon avait rapporté, pour commencer,
le cours la dernière fois, j'étais parti de cet extrait où Glaucon rapporte la parole la plus commune, il dit, bon, ce dont tous les gens parlent, en matière de justice, c'est celle du réalisme vulgaire, à savoir que nul n'obéit à la loi par plaisir, nul ne paye ses impôts par plaisir, mais qu'au fond tout ça c'est affaire de contrainte, et on sait bien que les dirigeants ne sont pas nécessairement les plus justes, mais en tout cas c'est les plus forts, et il faut leur obéir, parce qu'on n'a pas le choix. Donc cette thèse du réalisme commun, Glaucon l'avait rapportée pour se demander si elle était vraie en nature. Se demandant si cette opinion est vraie, il suspend l'espèce d'adhésion dans laquelle l'opinion nous enferme le plus souvent. Il oppose justement l'opinion du réalisme à la philosophie du réalisme que j'avais dégagée la semaine dernière. C'est-à-dire que Glaucon prend cette thèse et la transforme, la constitue en thèse philosophique en disant prenons au sérieux la parole du réalisme vulgaire. Prenons au sérieux les gens qui disent que le pouvoir n'est là que pour traire les moutons que nous sommes. J'avais essayé de dire, je ne vais pas le rappeler, que cette thèse, si on prenait au sérieux ce qu'on entend toujours, à savoir que le devoir n'existe que par la contrainte, la loi n'a de valeur que parce qu'il y a des policiers pour la faire respecter, etc. Ce discours très commun, si on le prend au sérieux, ça va très loin. Alors je ne vais pas redire les 3 points centraux de mon commentaire, c'est-à-dire je ne vais pas redire ce que ça impliquait, mais pour le dire quand même un tout petit peu vite, ça impliquait la négation de la morale, puisque si on prend au sérieux ce propos, ça veut dire qu'il n'y a aucun devoir, que le devoir c'est une connerie, c'est un mot. D'autre part, il n'y a plus de société politique, il n'y a plus de communauté politique, puisque si les lois n'ont aucune valeur par elles-mêmes, si les lois n'ont de valeur que par la force qui les fait respecter, c'est-à-dire que tout pouvoir quelque part est juste à partir du moment où il est fort, et d'autre part, que la nature humaine est profondément asociale. Si la loi est là pour brider ma nature, si la loi est justement les limites que la société m'impose pour éviter de faire n'importe quoi, ça prouve bien qu'en moi-même, il n'y a aucune aspiration à vivre avec autrui. Le fond de la nature humaine, dans cette conception, ça serait l'individu asocial, immoral, qui souhaiterait régner sur les autres, pressurer, en tirer du plaisir, sans jamais qu'il y ait une vocation proprement sociale en nous. Cette thèse-là, pour le dire très vite, Aristote la réfute quand il dit que l'homme est un animal politique, un zoon politikon. Pour Aristote, dire qu'on est des animaux sociaux, ça veut dire qu'on est naturellement porté vers nos semblables. Et que, c'est-à-dire, c'est pas le fruit d'une domestication qui fait qu'on est ensemble et qu'on fait des choses ensemble. Au contraire, c'est une vocation naturelle, de même que, je sais pas, les singes mangent des bananes ou montent aux arbres, les hommes ont à vivre ensemble. C'est ça la thèse d'Aristote. Évidemment, c'est pas celle du réalisme que Glaucon rapporte. Donc ça, c'était les 2 négations du devoir, négation de la civilité. 3e point, j'avais montré en quoi est-ce que Glaucon ramenait par cette réflexion sur le réalisme vulgaire, ramenait toute la question humaine à une simple question technique, celle de l'ambition. Si, en effet, le sens commun, enfin en tout cas l'opinion commune qui dit que, bon, avec son espèce de cynisme désabusé, que rien n'est juste, mais que finalement tout est affaire de force, que on n'est jamais juste que par faiblesse, si en effet cela est vrai, ça veut dire que le seul problème qui doit se poser à n'importe qui, c'est la question de l'ambition, c'est-à-dire comment parvenir à détenir un peu plus de pouvoir. C'est ça la réduction, j'allais dire, la réduction qu'entreprend Glaucon, c'est-à-dire finalement, si la justice c'est des foutaises, le seul problème que doit se poser quelqu'un, c'est de dire comment je peux arriver à être un peu moins gouverné, à un peu moins subir, comment je peux arriver à tenir la matraque plutôt que de prendre des coups. C'est ça la vocation de l'ambitieux, c'est de parvenir au pouvoir, de parvenir à cesser d'être sous la contrainte. C'est pour ça que j'avais, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'avais résumé ça par une espèce de parabole avec la fraude dans le métro. Le problème du fraudeur, c'est qu'effectivement il veut se déplacer pour le moins d'argent possible, donc il doit être habile, rusé, éviter de se faire prendre. Et au fond, pour être conséquent, le fraudeur vraiment ambitieux, c'est celui qui arrive à avoir une voiture avec chauffeur. C'est une manière un peu provocatrice que j'avais essayé de dire, puisque justement celui qui est parvenu au fait de la société, celui qui est devenu le chef, bon,
voilà, pour lui, la vie, c'est les passe-droits. Tous ses caprices peuvent être résolus, et le tyran serait celui qui subit le moins possible la pression sociale, puisque c'est lui qui l'inflige. Bon. Ça, c'était le rappel de la position du réalisme commun que Glaucon avait rapporté la dernière fois. Dans le cadre de cette conception-là, la nodigès, il servait de défi ultime, ou de résumé, si vous voulez. Là, j'ai un peu rappelé le contenu philosophique du réalisme, et puis la nodigès, c'est la figure vivante, espèce d'image qu'on peut garder, qui est très parlante, cette idée de l'anneau magique, si on nous le donne, c'est d'ailleurs, vous avez sans doute fait le rapprochement, le Seigneur des Anneaux de Tolkien, Tolkien avait lu Platon. Et donc cette idée d'un anneau maléfique, parce que c'est un anneau d'invisibilité, c'est l'image parlante qui permet de mettre en scène le défi moral. Sommes-nous suffisamment justes pour aimer la justice uniquement par elle-même? C'est ça le problème. Sommes-nous suffisamment sûrs de la dignité humaine pour résister à la tentation du pouvoir? C'est ça qu'incarne la nodigès. C'est cette grande tentation, au point que Socrate dirait, voilà, le sage, je reviendrai là-dessus, c'est celui qui, quand il découvre que l'anneau est un anneau magique, doit tout de suite s'en débarrasser. Parce qu'il a conscience que nul homme ne serait assez solide, peut-être, pour supporter un pouvoir aussi immense. Donc, voilà à peu près comment est-ce qu'il faut comprendre la place de la nodigès dans l'économie générale de la République, et voilà comment est-ce qu'on peut la rattacher au défi que jette Glaucon à la face de Socrate. Montre-nous qu'il y a une connaissance, qu'il y a une sagesse qui permettrait à un homme de résister à la tentation qu'incarne la nodigès. Alors, je voudrais malgré tout rajouter 2 commentaires sur la nodigès, 2 commentaires supplémentaires sur ce texte. Le premier, ce serait d'essayer de comprendre en quoi est-ce que et donc ce qu'il faudra ajouter, si vous voulez, à ce que j'avais dit la dernière fois, c'est de comprendre en quoi est-ce que ce texte, c'est une allégorie du pouvoir et de sa conquête. Je vais revenir un petit peu sur l'aventure de Gigès, dans laquelle on ne cesse pas de tourner en ce moment. Ce texte est une allégorie du pouvoir et de sa conquête, et il décrit, si on veut, la tragédie du pouvoir. Je vais essayer de montrer en quoi est-ce que la figure de l'ambitieux, qu'un certain moralisme spontané peut nous amener à réprouver, c'est-à-dire... Voilà, quand vous dites que vous voulez devenir le chef, il y a un côté, une réprobation qui pourrait naître en disant non, etc. Ce moralisme qui nous fait, ce moralisme égalitaire que Adimante et Glaucon balaient d'un revers de la main. Mais malgré tout, dans la conquête du pouvoir, je voudrais essayer de montrer qu'il y a une forme de fatalité, quelque chose d'un peu tragique, et qui en donne même une certaine noblesse aux pires des sales types qui se disent en effet je vais monter jusqu'au fait de la gloire. C'est ce que je voudrais montrer en suivant un peu le parcours de Gigès. Ça va être le premier point de cette reprise du texte lui-même. Alors, la leçon générale de l'histoire de Gigès, elle est claire, c'est que tout pouvoir est radicalement corrupteur. C'est même un proverbe, le pouvoir corrompt. Tout pouvoir est radicalement corrupteur, ou en d'autres termes, ce qui nous tue, ce qui nous conduit à notre perte, c'est ce par quoi nous sommes puissants. Le riche sera tué par l'argent. Il sera prisonnier des conséquences néfastes de sa richesse. Ça peut être l'ennui, ça peut être le fait d'être entouré que de courtisans qui veulent taper de la thune aux riches, etc. De même, l'homme politique, qui est puissant, j'allais dire, par l'autorité qu'il a sur les hommes, cette autorité-là va l'amener à sa perte. C'est-à-dire que là encore, il ne pourra pas trouver le bonheur au pouvoir parce qu'il sera hanté par l'angoisse qui est celle de tous les tyrans, c'est l'angoisse de se faire poignarder. Quand vous êtes arrivé à la force du poignet au pouvoir, c'est que vous avez trahi et planté des couteaux dans le dos de pas mal de gens, et donc vous savez bien que tous les gens qui sont autour de vous craignent que... Vous craignez que tous les gens qui sont autour de vous vous fassent l'appareil. En ce sens-là, le Xénophon dit souvent que le tyran, c'est celui qui a perdu le sommeil. Parce qu'il a toujours peur qu'il y ait un autre derrière lui qui veut lui prendre la place. Et par exemple, Saddam Hussein ne dormait jamais 2 soirs dans le même lit. Bon, on trouverait plein d'exemples, sans aller jusqu'à des exemples comme ça de
de dictature sauvage, plein d'exemples qui montrent en quoi est-ce que le paradoxe du pouvoir, c'est qu'il ne rend pas heureux celui qui le détient, parce qu'il vit dans l'angoisse ou dans la frénésie, etc. Vous trouverez des exemples assez facilement. Donc, je vais essayer de montrer en quoi est-ce que l'anneau de JGS nous fait comprendre en quoi est-ce que la force est porteuse d'une fatalité. Être fort, quelque part, c'est un drame. Parce que notre puissance va nous, étant donné qu'on ne va pas en être le maître, notre puissance va nous échapper et va nous traîner dans la tombe qu'on mérite. Bon, le guerrier le plus fort, j'en reparlerai, la fatalité guerrière que Platon connaît bien, parce qu'on a ça partout dans Homère, c'est le guerrier le plus puissant qui, aujourd'hui, tue son ennemi et plein de gloire, et le lendemain est au fond du fossé, cadavre parmi les cadavres, etc. C'est le drame d'Achille, si vous voulez. Je reparlerai d'Achille tout à l'heure. Donc, je vais essayer de montrer en quoi est-ce que JGS nous permet de comprendre cette tragédie du pouvoir. Cette fatalité qui s'attache à toute forme de force, qui fait que nous serons toujours prisonniers, c'est assez ironique, c'est pour ça que les Grecs avaient cette espèce d'ironie à l'égard de la condition humaine, c'est qu'on est toujours entraîné dans la tombe par notre puissance. La beauté elle-même la femme ou l'homme beau va être enfermé dans son image, c'est le mythe de Narcisse, etc. Bon, alors essayons de voir comment est-ce que JGS nous montre ça. On a vu que JGS au départ c'est qu'il c'est un berger, qui s'adonne simplement à la tâche pour laquelle il est né, et c'est précisément du fait qu'il vit calme et heureux de cette tâche qu'on peut le dire heureux. Mais il vit d'un bonheur qu'il ignore. Tous les matins, il sort ses moutons, il va faire son boulot, la vie s'écoule, et on peut dire que de ce point de départ, on peut retenir que c'est l'insouciance qui est la première vertu de l'homme, du peuple, et de l'homme heureux. L'insouciance, l'absence de questionnement politique ou moral, garantit à JGS une forme de sérénité, qui est aussi la condition de son honnêteté. Il respecte les lois, il respecte les mœurs de son pays, parce que ça a toujours été comme ça, c'est comme ça, il ne se pose pas de questions. Et donc il y a une forme de tranquillité qui est purement aveugle, mais qui a sa dignité. Et on pourra ainsi s'expliquer d'une certaine manière la soumission indifférente du pauvre face à l'ordre du monde. Ce qui aujourd'hui choque souvent la conscience moderne, parce qu'elle s'est construite contre cette soumission, c'est que les hommes s'accommodent du malheur et de l'injustice. On peut prendre comme exemple, il y a une scène assez touchante dans Le médecin de campagne de Balzac, où le médecin qui fait sa tournée, qui le présente à un officier qui est de passage dans sa région, le médecin fait passer son ami, l'officier, devant une chaumière de pauvres gens, de paysans, dont le père est décédé. Et donc c'est le jeune fils de 14 ans qui devient le chef de famille, qui doit porter tout ça. Et Balzac peint l'espèce de résignation sereine et le courage aussi du jeune garçon qui dit voilà, maintenant c'est moi le chef, etc. Et en même temps, dans le regard de l'officier et du médecin, qui sont des gens cultivés, ils se disent voilà, quand même, c'est des bonnes pattes, les pauvres, parce qu'ils portent sur eux, avec résignation, toutes les injustices du monde, et s'en accommodent. D'une certaine manière, on pourrait même dire, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans cette évocation, mais que la paix sociale, elle n'existe jamais que par cette patience que je viens de décrire, la patience du peuple. C'est l'endurance, et on peut dire presque l'insouciance du peuple, son indifférence face aux injustices les plus flagrantes, le fait qu'il s'accommode de ce qui, d'une certaine manière, peut scandaliser une âme un peu plus cultivée, ça garantit la paix sociale. Parce que je reviendrai là-dessus, dès qu'une injustice est reconnue comme telle, et que le peuple s'en empare, alors il dévaste tout. Ce qui est paradoxal, c'est que le passage justement d'une injustice qui est reconnue, mais qui ne paraît pas scandaleuse, à la révolte est souvent assez imprévisible. Vous avez, c'est l'histoire des révolutions, où on s'est accommodé pendant des siècles d'avoir des rois et des prêtres, jusqu'au jour où on trouve ça scandaleux, et en deux ans, on liquide tout. C'est une petite allusion politique, je ne vais pas embrouiller. Donc JGS, insouciant, heureux, dans sa vallée, qui découvre le pouvoir. Or, je l'avais un peu dit, mais plus rapidement la dernière fois, Platon s'amuse à écrire un petit récit de science-fiction,
Et qu'est-ce qu'il nous apprend avec cette histoire de cheval d'airain qui s'est écrasé? Alors on imagine que c'est un ovni qui est tombé du ciel. Qu'est-ce qu'il nous apprend avec cette histoire donc de cadavres de géants à l'intérieur du vaisseau spatial? Vraiment, il veut nous dire que la découverte de l'anneau, c'est-à-dire du pouvoir, elle est toujours au relais de mystère. Il y a un côté mystérieux dans le pouvoir. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est mystérieux et pourquoi justement c'était utile de décrire d'abord l'espèce d'insouciance et de résignation qui est celle qui est celle de l'homme du peuple, comme JGS, qui ne se pose pas de questions. Pourquoi c'est mystérieux? Parce que le pouvoir, c'est la puissance de chambouler les hiérarchies naturelles ou sociales. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est la puissance de chambouler les ordres qu'on tient pour normaux, pour naturels. C'est la puissance de conquérir une place qui peut-être n'est pas la sienne. C'est ça le vertige du pouvoir. C'est quand vous vous dites, moi qui étais simple berger, après tout, je pourrais être parmi les grands, je pourrais être roi. Moi qui me disais que mon sort, c'est pour le dire vite, je sais pas, de regarder à la télé les puissants vivre leur vie. Moi qui n'étais jamais posé cette question-là, peut-être que je pourrais être de l'autre côté de l'objectif. C'est-à-dire que je pourrais peut-être changer ma vie, quitter la bienheureuse indifférence, la bienheureuse résignation de l'homme du peuple pour faire partie des riches et des puissants, hein, des people, comme on dit en fait, maintenant, aujourd'hui. Et c'est ce vertige-là qui est le vertige du pouvoir. C'est de se dire que l'ordre qu'on tient pour naturel, bon, il y a les chefs, il y a les sous-chefs, et puis il y a moi. Hein. Ce vertige-là, on pourrait le chambouler. Hein. Quand vous avez quand cette idée vous traverse l'esprit, que vous êtes suffisamment tenace pour vous y accrocher, vous devenez véritablement un ambitieux. C'est l'histoire de Julien Sorel, qui est dans son aciérie, et qui est un gars de la plus petite extraction, et qui se fait la promesse, parce qu'il a lu le mémorial de Sainte-Hélène de Bonaparte, de devenir empereur. Parce que Bonaparte, c'est ça, c'est l'histoire d'un petit gars de province qui devient l'empereur de l'Europe. L'idée du pouvoir, qu'est-ce qu'elle a de mystérieuse, qu'est-ce qu'elle a de vertigineuse? C'est cette idée qu'on peut bousculer les hiérarchies naturelles, que rien n'est donc déjà déterminé, et que finalement tout est possible. L'avenir est ouvert devant l'ambitieux. C'est ce vertige-là qui fait du pouvoir quelque chose d'assez fascinant. Cette idée de dire que moi aussi je pourrais y être. Moi je me souviens, on est tous un peu là-dedans avec le congrès de Reims, tout ça, le PS, on n'entend parler que de ça. Je me souviens d'avoir entendu Moscovici une fois dire quelque chose de très touchant, à quel point justement ça exprimait clairement ça. C'est qu'il disait, voilà, j'ai toujours été un militant, voilà, peut-être une personnalité de seconde zone, et à un moment je me suis dit que voilà, c'était fini, j'avais plus à attendre, que j'allais être un premier couteau. Bon, ça n'a pas trop bien marché dans son cas, mais cette idée où il se confessait d'une manière assez touchante, il dit, bon voilà, peut-être, je me suis dit que peut-être que moi aussi je pourrais être le chef, quoi. C'est un peu vertigineux, hein, je ne me suis pas mis dans sa tête, mais se dire que voilà, vous avez votre place dans la société qui est un peu assignée, une place plutôt élevée dans son cas, mais de se dire qu'il pourrait aller plus loin, c'est ça le vertige de l'ambition, et ça fait un peu peur. Hein. L'ambitieux se fait peur lui-même à concevoir des projets comme ça, en disant voilà, je peux bousculer les hiérarchies. Donc connaître les arcanes du pouvoir, c'est donc découvrir plutôt que ce qu'on croyait justifier l'ordre social est en fait une escroquerie ou une arnaque dont moi-même je pourrais tirer profit. Le pouvoir, il est effrayant car il finit par faire du cynisme, c'est-à-dire de dire que voilà, les lois ne servent d'une certaine manière, les lois ou les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Hein. Ce cynisme-là finit par devenir une morale. Et on voit bien en quoi la menace justement de l'ambitieux, c'est de devenir misanthrope, de haïr les hommes, en se disant voilà, les gens de toute manière sont des imbéciles qu'il s'agit de leurrer, de tromper. C'est pourquoi la pratique de la politique, en tout cas le fait de fréquenter les milieux de pouvoir d'une certaine manière, conduit à dégoûter ou à déceler les âmes naïves. Hein. En ce sens-là, vous
vous notez cette formule, hein, toute éducation politique, on pourrait dire que c'est l'histoire d'illusions perdues. Vous rentrez en politique avec l'idée peut-être que vous voulez changer les choses, etc. Puis vous découvrez que c'est tripatouillage, magouillage, etc., rapport de pouvoir, que finalement l'État et la Constitution, c'est des mots qui sont mis sur des affaires de personnes et des conflits d'ambition, et vous finissez comme ça, soit cynique, soit complètement dégoûté. D'ailleurs, pour continuer dans les anachronismes, autre formule du fils Sarkozy que j'avais trouvé très bonne, où quand il s'est lancé en politique, un journaliste lui a dit « Ah ben bon, quand même, c'est l'exemple de votre père », et il a eu cette bonne formule en disant « De toute manière, moi la politique, je suis né dedans, et quand vous êtes né dedans, soit vous en êtes dégoûté à vie, soit si vous n'en êtes pas dégoûté, vous en faites. » Voilà. C'est marrant parce qu'il y a un de ses frangins qui ne veut pas en entendre parler, parce que je pense qu'il a dû comprendre ce que c'était. Mais c'est assez intéressant, c'est que, c'était le deuxième point de cette idée, le mystère du pouvoir, c'est justement qu'on y joue son âme. On y joue son âme parce qu'on y joue sa capacité d'espérance, on y joue sa capacité de sincérité, et on voit bien en quoi est-ce que la fascination du pouvoir, qui est de se dire je pourrais m'affirmer, je pourrais peut-être bousculer la hiérarchie naturelle, je pourrais peut-être être autre chose que ce que je suis, vertige et élan qui a une forme de noblesse. Julien Sorel qui se lève en se disant moi je serai empereur, ça a de la gueule. Ce vertige-là, en même temps, il est très dangereux parce qu'on va y jouer son âme, on va y jouer sa capacité à estimer les autres, puisque les héros de cet ordre, les ambitieux, soit deviennent des sales types cyniques, revenus de tout, blasés, écœurés par la conquête du pouvoir, soit, comme c'est le cas de Julien Sorel, meurent en route. Et c'est ce qui le sauve en un sens. Qui sait si Julien Sorel, à 60 ans, ne serait pas devenu un vieux roublard qui aurait ravalé toutes ces belles illusions de jeunesse. Dernier point dont je voulais parler là-dessus, parce qu'il y en a un que j'avais évoqué, c'est que la conquête du pouvoir suppose de l'adresse et de la prudence. Je l'avais un peu dit la dernière fois, quand Platon décrit Gygès en train de tourner son anneau dans son assemblée de bergers, il réessaye plusieurs fois le pouvoir magique, parce que voilà, il est prudent. C'est déjà dire que la conquête du pouvoir ne relève pas du romantisme politique. L'ambition, ça peut être, ça mobilise beaucoup d'intelligence, de ruse, d'adresse. On peut estimer les acrobates qui nous gouvernent. Actuellement, pour la prise de contrôle du Parti socialiste, c'est un jeu, c'est compliqué. Il faut s'y retrouver. Il faut de la ténacité, etc. Mais donc, il faut de l'habilité, de l'intelligence, mais ça ne peut pas véritablement être estimé. Parce que tout y est justement affaire de calcul. Il n'y a pas de jeune héros obtenant tout d'un coup toute la gloire et toute l'audace. Je vais faire encore une allusion, prendre un exemple historique. C'est le cas de Napoléon. Napoléon, quand il est un jeune soldat de l'armée révolutionnaire, il a la tête pleine de gloire, etc. Il est capable de faire des choses comme le pont d'Arcole, c'est-à-dire estimer que les généraux doivent être en tête de leur armée et prendre les premiers boulets de canon. Il faut vraiment être jeune pour croire ça. Mais il est tout à cette ardeur, et donc il a cette témérité, cette grandeur de l'ambition militaire. Mais quand il revient et qu'il commence à dire qu'il est devenu une personnalité importante du directoire, etc., et que peut-être il pourrait arriver à prendre le pouvoir, etc., il devient très timoré. Et vous savez peut-être, le 18 Brumaire 99, le moment où son coup d'État, en fait, quand il prend le pouvoir, c'est une espèce de pataquès ridicule, où il y a son frangin qui est dans l'Assemblée. À un moment, il se dit ça n'a pas marché, et il essaye de fuir. Puis en fait, il se rend compte que les députés autour sont prêts à signer. Enfin, si vous lisez les minutes de ce qui s'est passé le 18 Brumaire 99, c'est dérisoire. C'est pas la grande révolution où on monte avec un drapeau, et c'est énorme. C'est une espèce d'affaire sordide. Or, ce contraste-là entre un héros, un jeune héros courageux, qui peut porter la révolution par la guerre, ce qu'il pouvait croire un temps, et puis l'espèce de combinard un peu fantoche, qui rougit, qui a peur de sa propre ambition, et qui se dit mince, là, ça y est, c'est foiré, j'ai passé 20 ans, s'il me guillotine pas, c'est 20 ans d'exil. Ça nous fait comprendre en quoi est-ce que
Là encore, dans le petit geste de Gigès qui vérifie, il ne faut pas de grande... Si vous voulez, l'ambition ne suppose pas énormément de courage, mais surtout cette espèce de prudence un petit peu matoise, toujours à l'affût, qui n'est pas une grande vertu morale. Hein. Bon, je pourrais continuer encore un peu longtemps. Juste retenir une chose, ça je vous ai parlé du texte. Glaucon achève son texte avec au moment où Gigès parvient au fait du pouvoir. Hein. Il a tout, il a la femme, il est tyran, etc. Simplement, il arrête son texte là. Et on pourrait parler un petit peu de la suite de l'histoire que Glaucon ne raconte pas. C'est qu'en général, ces histoires-là, ça se termine mal, évidemment. Le tyran rusé finit toujours plus ou moins égorgé, finit toujours plus ou moins remplacé, etc. Et c'est ça le drame dont ne parle pas Glaucon, mais qui finalement est un peu là-dessous, c'est que la conquête du pouvoir, la conquête du pouvoir est fondamentalement tragique. Hein. Si la vie consiste à être le plus fort, alors il y a des gens qui parviendront à être forts, mais ils ne seront jamais assez forts pour l'être tout le temps. Toute tyrannie et tout pouvoir finit toujours par s'affaiblir. Et c'est peut-être l'aspect le plus tragique de l'ambitieux qui se promet à 20 ans de devenir, je ne sais pas, président de la République, qui met à cette tâche des trésors d'ingéniosité, des trésors de ruse, bon, c'est pas toujours estimable, mais en tout cas, il dit, le jeune ambitieux y va. Et finalement, tout ça pour qu'à 50 ans, un même ambitieux de 30 ans vous plante un couteau dans le dos. C'est ça le drame du pouvoir, et le drame de la loi de la jungle, c'est que d'une certaine manière, les forts, eux aussi, finissent par s'affaiblir. Et en ce sens-là, tout pouvoir, tout empire né de la force finira par s'effondrer. Et la grande illusion des tyrans, c'est de croire qu'ils fonderont des règnes qui dureront. Hein. Hitler pouvait arriver au pouvoir, c'était rationnel, on pouvait comprendre ce qu'il a fait. Mais là où il s'est mis à déconner, c'est quand il prétendait que son Reich durerait 1000 ans. C'est pas possible. Hein. Si vous acceptez la loi de la guerre, vous acceptez qu'un jour vous serez parmi les vaincus. Nul ne peut vaincre tout le temps, toujours. On le voit donc, la vie de l'ambitieux, et je conclus sur ce premier point, essayer de montrer en quoi est-ce que l'anneau de Gigès est une allégorie du pouvoir et de sa conquête. On voit que la vie de l'ambitieux et la vision de la nature humaine qui lui est solidaire, qui lui est rattachée, c'est donc une vision qui est tragique, au sens le plus fort. L'homme a faim, pourquoi c'est tragique ? Parce que l'homme a faim du pouvoir qui va le détruire. Vous voyez l'anneau et vous savez bien que vous allez y laisser votre âme, votre peau, etc. Et pourtant vous allez le faire. Là encore, c'est un thème qui traverse toute l'histoire de l'humanité. L'homme sait bien que le pouvoir va le détruire, et pourtant il ne peut pas résister à la tentation presque méphistophélique, diabolique, de se jeter dans sa propre perte. Et pourquoi est-ce que le pouvoir va le détruire ? C'est qu'il ne sait pas en user avec mesure, mais qu'au contraire, l'ambitieux ne sait pas s'arrêter à la tâche qui lui convient, mais va toujours viser peut-être plus haut, jusqu'à devenir ce tyran démesuré qui sera châtié, que le sort châtiera, parce qu'un jeune ambitieux prendra sa place, etc. Cette vision tragique, elle a une forme de noblesse. C'est ce que j'ai essayé de dire. J'essaie de ne pas moraliser en disant c'est pas bien d'être un ambitieux, c'est pas bien de se promettre à 20 ans de devenir un tyran. J'essaie de ne pas moraliser en montrant en quoi cette vision de la quête tragique du pouvoir, elle a une forme de noblesse, une beauté qui peut expliquer son attrait. Il y a une poésie de l'ambition, il y a une poésie tragique. Les Grecs le savent bien. Et moi, je vous renverrai un des textes, je trouve, les plus beaux de la poésie universelle, qui est le passage où, dans l'Iliade, Homère raconte la mort d'Hector. La mort d'Hector dans l'Iliade, vous savez, c'est un très grand moment. Achille sort de sa tente, parce qu'il boude depuis le début, depuis le premier chant. Achille boude dans sa tente parce qu'on lui a piqué son esclave. Et donc il dit, si c'est comme ça, moi j'irai pas me battre. Et comme c'est plus fort, ça veut dire que les Grecs vont pas pouvoir gagner Troie. Donc il boude. Et pendant sa bouderie, d'une certaine manière, Hector, le grand guerrier troyen, tue Patrocle, qui est le meilleur ami, et puis évidemment l'amant d'Achille.
Donc la mort de Patrocle fait sortir Achille de sa tente en disant voilà, c'est un scandale, et il se jure d'aller faire la peau à celui qui a tué Patrocle, c'est-à-dire à Hector. Et donc il faut imaginer Achille qui sort de sa tente, décidé à en découdre, baraque, un guerrier auréolé donc de noblesse, qui va courser Hector pour lui faire la peau. Alors la réaction d'Hector, parce que c'est un vrai héros, c'est pas un héros américain genre Bruce Willis, Hector quand il voit ça, il se barre en courant. Il a peur. Il n'y a que dans les films américains où les héros n'ont pas peur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu l'adaptation américaine, ils ont zappé la fuite d'Hector, elle n'existe pas. Non. Alors, vous le voyez au contraire, viril, qui est là en train de battre. C'est Star Wars. Mais bon, ça c'est un film qui est intéressant parce que tout ce qu'il y a de grec dans l'Iliade, ils l'ont zappé pour le remplacer par un truc version Bruce Willis, quoi. C'est-à-dire le héros qui n'a pas peur, qui est là. Les Grecs avaient compris que le propre de l'héroïsme, c'est de surmonter la peur. Donc vous avez des moments où Achille, il pleure comme un gosse. Il y a des moments où Hector, qui est une machine à tuer, et quelqu'un qui est prêt au sacrifice, se barre en courant. Donc Achille lui court après, c'est une scène un peu étrange, et Athéna trompe Hector parce que elle le fait s'arrêter, croyant que un de ses frères vient l'aider, et dire 2 contre 1, on va peut-être pouvoir se le faire, Achille. Voilà, là aussi l'héroïsme, il en prend un coup. Mais donc Hector s'arrête, et puis il se rend compte qu'Athéna l'a trompé, et là, ses jambes faiblissent, et il dit ça y est, je vais y passer, quoi. Et Hector se met à supplier Achille en disant non, s'il te plaît, voilà, je t'implore, il ferait n'importe quoi pour garder la vie sauve. Et Hector et Achille lui dit bon, je vous ai pas repris les vers, mais c'est très très beau. Il lui dit en gros, écoute, maintenant tu te tais et tu vas y passer comme les autres, parce que Patrocle qui te valait bien mieux, Patrocle il est mort. Moi je sais que demain je serai mort, et c'est comme ça, mais c'est ton tour. Donc il y a une espèce de brutalité, c'est brutal, ça c'est de la violence. Et il lui tranche la gorge. Bon. C'est assez gore. Bon. Ce passage-là, Homère nous montre ce que c'est que la beauté, quelque part, d'hommes qui ont accepté que le conflit, la guerre, ça soit la loi universelle. Voilà, la loi universelle, ça veut dire le plus fort gagne, et demain, moi qui suis le plus fort, demain je serai le plus faible. Et moi, à mon tour, je devrais quitter. Vous avez dans l'Iliade un très beau passage, vous avez comme ça un guerrier troyen, c'est là justement Hector, quand son âme s'envole, et il voit sa femme qui lui prépare un bain pour le retour du combat. Et il y a cette espèce d'amertume en disant voilà, je quitte la vie, je quitte le foyer, etc. Mais en même temps, ils ont fait ce pacte d'admettre les lois de la guerre. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de justice, il n'y a que la force. Et donc il y a une certaine beauté tragique à ça. Il y a une beauté tragique à consentir à la loi de la force. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, on peut comprendre que dans l'ambition, dans la promesse que l'ambitieux va se faire à lui-même, il y a une forme de beauté, une forme de noblesse, puisqu'il sait bien que, voilà, en s'engageant dans cette carrière-là, il sait bien que ça va être une vie de conflit, une vie où il n'y aura plus de repos. C'est pas possible. Si vous voulez être président de la République, vous mettez 30 ans pour ça, et c'est des coups bas tout le temps. Donc il n'y aura plus de repos, pour un bénéfice qui sera peut-être pas forcément si grand, mais en même temps, il est beau et peut-être noble de s'engager dans cette lutte désespérée. Alors simplement, voilà, j'ai fait la peinture de ça. On va bien comprendre pourquoi est-ce que la philosophie, c'est le contraire de la tragédie. C'est ça qu'il faudrait retenir ou noter. Enfin, en tout cas, si on est platonicien, on comprend que la tragédie, c'est sur la scène du théâtre. Mais être philosophe, c'est refuser le tragique. C'est refuser le tragique et refuser la poésie tragique, de la puissance, de la lutte. Il faut arriver à se réveiller quand on est pris de rêves de grandeur, quand on a envie de devenir Napoléon. Il y a un moment où voilà, il faut revenir les pieds sur terre et ce souci du réel, ce souci de ne pas perdre de vue le réel, c'est la philosophie. Alors, ce rejet du tragique, il y en a une incarnation qui est très célèbre dans l'œuvre de Platon, c'est le récit de la mort de Socrate. C'est dans le dialogue qui s'appelle le Phédon. Dans le Phédon, vous avez le récit des dernières heures de Socrate. Socrate est condamné à mort, il est dans sa prison, et tout le monde trouve ça, tout le monde déprime un peu, parce qu'on l'aime bien, et on sait que dans 3 heures, il va être mort. Tout le monde déprime, et Socrate passe son temps à faire des blagues. Et ça trouble énormément ses amis. Ils disent, pourquoi c'est quoi cette farce, Et Socrate congédie tout le temps tragique
D'ailleurs, il y a sa femme qui, au début, pousse les hauts cris, etc. Et il demande au geôlier de sortir les femmes. C'est-à-dire toutes celles qui pleurent. En disant, bon, voilà, on est entre hommes, ça veut dire essentiellement, bon, on peut avoir une lecture misogyne, mais c'est un peu anachronique. Mais être entre hommes pour Socrate, ça veut dire, ici, pas de tragique. On congédie les femmes comme on bannit les poètes tragiques de la cité. À la fin, dans le livre 10 de la République, dans la cité parfaite, les poètes tragiques, ceux qui vous expliquent que la vie, vous voyez, c'est une espèce de guerre absurde. Voilà, les poètes existentialistes dehors. Voilà. Une cité qui est gouvernée par des philosophes, qui est animée par le souci du réel, c'est une cité où on résiste à la tentation de la complainte, du tragique. C'est où on comprend que la vie n'est ni tragique ni comique, mais que voilà, elle est mesure. Bon, je vais un peu vite. Donc, le philosophe est donc celui qui saura rejeter l'anneau, qui saura rejeter avec l'anneau la tentation du pouvoir, la poésie guerrière. C'est ça que je vous ai parlé de l'Iliade, qui est un très beau poème, mais il faut apprendre à ne... Platon a été élevé en la lisant, il faut apprendre à la fermer, à vous dire, l'Iliade c'est beau, mais il ne faut pas croire que c'est vrai. Il ne faut pas céder à cette poésie guerrière, à cette poésie du tragique humain, qui va perpétuer la guerre. C'est en lisant l'Iliade c'est en lisant Napoléon et l'Iliade que vous dites que finalement ça peut être bien de conquérir, de défendre les rêves d'héroïsme, c'est ce qui provoque des guerres. Bon. Donc bref, je ne vais pas improviser là-dessus. L'histoire de l'anneau, donc, elle concentre la thèse centrale de la République, c'est-à-dire que le pouvoir politique, il doit revenir à ceux qui sauraient gouverner véritablement pour le bien de tous, parce qu'ils n'ont pas l'amour du pouvoir. Ils ont su déraciner en eux le goût du pouvoir et la poésie du pouvoir. Ils ont su faire taire en eux l'ambitieux qui existe dans toutes les âmes nobles. Pour qu'une société soit bien gouvernée, il faut donc qu'on mette au pouvoir des gens qui n'estiment pas le pouvoir. Or, ça pose un problème crucial, c'est que ceux qui n'estiment pas le pouvoir n'ont aucune envie de le posséder. Et donc le paradoxe, qu'on verra un peu plus loin dans l'œuvre, c'est que on devra contraindre les philosophes à gouverner. On va inverser en inversant la proposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signe qu'un homme n'est pas bon à gouverner, c'est qu'il a envie de l'être. C'est-à-dire ne votez jamais pour quelqu'un qui se porte candidat. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que le désir de pouvoir est déjà la marque du fait que vous allez mal gouverner. Ça veut dire que les cités sont imparfaites, parce que malheureusement, le pouvoir revient à ceux qui l'obtiennent. Mais que les cités soient imparfaites, on le verra avec tous les livres finaux, Platon le sait bien. Mais ça nous permet de juger de la qualité de nos gouvernants et de comprendre pourquoi est-ce que finalement la société va pas si bien plutôt. C'est que, évidemment, il faut faire avec l'imperfection des hommes. Donc, voilà. Le mythe de l'anneau est donc, constitue donc un défi, c'est le test pour reconnaître les âmes philosophiques. Une âme philosophique, c'est celle qui saura repousser l'anneau, le jeter au loin. Et l'âme ambitieuse, c'est celle qui va le garder. Ce que Glaucon se demande, c'est est-ce qu'il existe des hommes assez forts pour refuser l'anneau? Ce qu'il arrête avec Socrate, c'est qu'il a l'impression que Socrate, c'est le genre de bonhomme qui, effectivement, si on lui donne le pouvoir, le refuserait. Et de fait, c'est ce qu'il a fait, puisqu'il il explique dans l'Apologie qu'il n'a jamais concouru pour devenir un chef, etc. Et pourtant, il a l'air noble. Bon. Donc, l'anneau de Gigès, c'est la pierre de touche des âmes philosophiques. Mon deuxième point, je vais être beaucoup plus bref, parce que je vois que j'en ai beaucoup dit sur cette première partie, sur l'anneau ici. J'aurais voulu montrer également en quoi est-ce que le mythe de l'anneau de Gigès, c'était donc d'une part une allégorie du pouvoir et de sa conquête, c'est ce que je viens de dire, et d'autre part, deuxième point, c'est également une métaphore de la puissance du discours. Je l'avais dit là encore la dernière fois, donc je ne vais pas trop insister. L'anneau de Gigès, le pouvoir d'invisibilité, c'est pas besoin d'un anneau magique ou d'une potion magique, je ne sais pas. L'invisibilité, on peut tous l'obtenir par un instrument qui est propre de l'homme, c'est la parole. C'est la parole qui permet la dissimulation. Donc c'est la maîtrise. Qu'est-ce que c'est que l'anneau d'invisibilité? C'est la maîtrise de la parole. Car l'homme, on va le dire, est animal raisonnable, c'est-à-dire que c'est un être de discours, de pensée. Ça veut dire
que nous vivons et nous nous orientons en fonction de pensées, d'idées, de paroles. Les choix que je vais faire sont le fruit de délibérations intérieures où je me dis tiens, je vais aller faire ci, je vais faire ça, etc. Ça veut dire donc que nous avons l'habitude d'être guidés par des pensées. C'est ce qui explique que toute pensée est naturellement efficace et qu'elle agit sur autrui. Si je vous dis quelque chose, ça va avoir des conséquences, peut-être minimes, mais des fois elles peuvent être importantes ou des fois elles peuvent être dangereuses, etc. La parole agit parce que l'homme a naturellement confiance dans le discours. Si quelqu'un entre ici pour nous dire que le lycée d'Orient est en flammes, notre premier réflexe, ça va peut-être être de le croire. Alors on va juger, hein, je veux dire que si c'est un mec qui a l'air complètement bourré, bon, on va peut-être se calmer. Mais quelqu'un de sérieux, en qui on a confiance, qui arrive en vous disant voilà, qu'il y a eu un problème, tout de suite, vous allez voir, ça va provoquer une angoisse. Bon, c'est-à-dire que la parole, elle est naturellement agissante. Et ça veut donc dire que celui qui saura parler correctement pourra agir sur les hommes. Du fait même de cette confiance originelle qui nous définit, hein, cette confiance dans la parole, dans les vertus de la parole. Savoir parler, savoir agir par la parole sur autrui, c'est ça la clé du pouvoir. Dès lors, qui sait parler, c'est donc agir, et le pouvoir, le vrai pouvoir sur les hommes, ne réside pas, j'allais dire, dans la force ou dans la richesse, mais au fond, dans la capacité à persuader et à parler. Savoir se faire applaudir, savoir se faire approuver, hein, c'est ça la clé du pouvoir. Pourquoi ? Bon, d'abord parce que grâce à la parole, on pourra dissimuler tous ces actes. Je l'ai dit la dernière fois, la meilleure manière de cacher ce que l'on fait, ce n'est pas de les entourer de ténèbres, d'essayer de faire garder des secrets, parce que le propre du secret, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va vendre la mèche. Hein. La meilleure manière de tromper et de dissimuler ces actes, c'est de les faire au grand jour, mais en agissant sur l'interprétation de ces actes. Il suffit d'expliquer que quand vous tapez dans la caisse, vous, en fait, je vais prendre un exemple un peu politique. Hein, l'argumentation qui est quand notre président a augmenté son salaire, hein, au lieu de dire bon quand même t'es gourmand, hein, c'était de dire je suis désolé, on a rectifié une injustice qui consiste à mettre le président de la France au même niveau que les autres dirigeants européens. Voilà. On fait cesser une injustice. Vous n'allez pas arriver en disant je vais me rallonger parce que j'aimerais bien je sais pas m'acheter une Rolex. Hein, non. Là encore, ce qui est important, alors après on y croit ou on n'y croit pas, mais ça peut. Là, c'était un peu gros, donc on peut ironiser. Mais, si vous voulez, la capacité à interpréter ces actes, c'est-à-dire à leur donner un certain sens, c'est ça qui va finalement être déterminant. Hein. Aucun acte ne vaut par lui-même. Il vaut pris dans un discours qui lui donne un sens social. Et c'est pourquoi, quand bien même on développerait nos forces armées ou notre richesse, la clé du pouvoir résidera toujours dans la puissance de parler, c'est-à-dire au fond, le pouvoir est en dernière instance idéologique, pour jargonner un peu. C'est-à-dire que c'est le discours qui garantit le pouvoir. Hein. Je vais prendre... je zappe l'exemple auquel je songeais, je vais avancer. Donc, comme j'avais dit, l'habileté rhétorique est puissance de dissimulation. Le problème donc de la vérité n'est pas tant celui des faits que celui de la cohérence du discours. Il y a une pièce amusante de Corneille qui s'appelle Le Menteur, qui est justement le récit des aventures d'un menteur. Vous voyez que le problème quand vous commencez à mentir, ou en tout cas à dissimuler vos actes par la parole, c'est qu'il y a un moment où il ne faut pas perdre de vue ce que vous avez dit. Et le menteur de Corneille, qui en rajoute, à un moment il en a tellement dit que tout devient contradictoire, et donc il devient prisonnier de son propre mensonge, et là on voit qu'il est menteur. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que si la parole est la puissance souveraine, ben à ce moment-là, vous serez d'autant plus puissant que vous saurez ruser avec la parole, garantir une unité de façade, et non pas vous enferrer dans vos mensonges et vos contradictions. La grande habileté de nos politiques, et nos politiques seront toujours été des politiques, c'est la capacité à surmonter les contradictions. C'est-à-dire à nous convaincre que ce que l'on voit, ce n'est pas la vérité.
nous convaincre que, par exemple, si vous avez une aristocratie de gens qui possèdent le pouvoir et des gens qui obéissent aux lois, ce n'est pas du tout parce qu'on est dans un système aristocratique. Non, c'est la démocratie, etc., qui est représentative, qui implique donc un parlement, etc. Et si vous suggérez qu'un député est un oligarque, bah là vous êtes anti-parlementaire, vous êtes totalitaire, etc. Vous voyez comment le discours politique, finalement, a pour but de surmonter les contradictions du réel et d'assurer la pérennité des pouvoirs. Donc le mythe de Gigès, avec cette question de la dissimulation et de l'invisibilité, témoigne donc, pour terminer sur une formulation plus rigoureuse, il termine de l'articulation stricte entre la question morale, que faire, et la question du discours, que faut-il dire. Il y a une intrication qui est platonicienne, c'est que pour choisir ce que vous allez faire, il faut que vous choisissiez auparavant la valeur du discours. Je m'explique. L'ambitieux, on va le voir, prétend que les mots ne servent qu'à tromper, qu'ils ne disent pas le vrai, mais que parler ne sert qu'à agir sur autrui. L'ambitieux a besoin donc de considérer que ces paroles ont une visée essentiellement pragmatique. A l'inverse, le philosophe, je suis un peu obscur et je reprendrai ça après, le philosophe va dire que non, le propre du discours, c'est qu'il dit le réel. Disant le réel, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les mots. Je ne suis pas convaincu de ce que je viens de dire, là. Enfin, j'en suis convaincu, mais c'est la formulation qui n'est pas terrible. Je passe, je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, retenez simplement cette idée de l'ambiguïté du pouvoir de parler. Est-ce que le discours est fait pour tromper autrui, ou est-ce qu'au contraire, il y a moyen de s'entendre et d'essayer de parler pour arriver à comprendre. Quoi qu'il en soit, vous retiendrez également que toute éducation littéraire, c'est-à-dire l'éducation à la parole, l'éducation par les mots, savoir s'exprimer, elle n'est pas innocente. Pendant des générations, on a produit des dirigeants en leur apprenant à parler, l'éducation rhétorique. Encore aujourd'hui, vous demanderez qui sont au pouvoir, c'est essentiellement des gens qui ont appris à plaider, des avocats. Un ingénieur qui sait quelque chose mais qui va bafouiller dès qu'il va vouloir parler en public, il n'aura jamais le pouvoir. Donc, il y a dans les études littéraires quelque chose d'un peu ambigu, ou en tout cas dangereux, dans le sens où vous donnez un peu l'arme absolue quand vous savez parler. Je passe là-dessus. Alors, on va passer au deuxième texte, dans les 40 minutes qui me restent. Alors, évidemment, j'ai beaucoup parlé du précédent, et c'est dommage parce que le deuxième texte me paraît assez exceptionnel. Ce deuxième texte, il suit de quelques pages l'anneau de Gigès. C'est plus Glaucon qui parle, mais c'est Adimante, c'est son frère. Alors je vais commencer par le présenter en situant un petit peu ce texte et montrer en quoi est-ce qu'il fait jonction et qu'est-ce qu'il apporte de plus que ce que je viens de dire, ce que j'ai dit auparavant. Je l'ai dit, Glaucon, à travers sa réflexion sur le réalisme, à travers sa réflexion sur l'anneau de Gigès, Glaucon il pose le problème moral, le problème de la République, la justice, il pose le problème de la justice dans toute sa généralité philosophique. Il formalise en un sens le problème de la justice en lui demandant de répondre, en demandant à Socrate de répondre au défi que constitue l'anneau de Gigès. Quel homme saurait donc résister à la tentation du pouvoir? Pourquoi résisterait-il? En vertu de quel savoir, etc. C'est ça que le défi de Glaucon. Alors, le propos, si vous rapportez à la réaction de Socrate, ça l'ébranle. Socrate va en dire, oula, là c'est quand même, la tâche est vaste. Donc le propos de Glaucon a ébranlé Socrate, mais ce n'est pas tout. Adimante intervient pour dire, attends, réponds pas tout de suite, parce que Glaucon a chargé la barque, mais il y a plus à dire encore. Et Adimante, donc le frère de Glaucon, va rajouter toute une série d'objections dont on va parler, pour préciser encore la figure de l'ambitieux, qui va s'opposer dans tout le récit à celle du sage. Donc, nouvelle charge d'Adimante, il va montrer qu'il est capable de tirer, c'est ça qui est important, les conséquences pratiques de ce que je viens de dire. Mais on les a déjà un peu touchés, mais Glaucon, il est du point de vue, là, il pose philosophiquement le dilemme en disant, c'est presque un peu dramatique, soit tu es sage, et tu vis la justice pour la justice, tu acceptes tout ce que ça veut dire de passer pour un imbécile auprès des gens rusés, etc. Bon, soit tu vis la sagesse jusqu'au bout, soit tu deviens un ambitieux.
Et Adimande va dire, attention, être ambitieux, je vais t'expliquer ce que c'est, Socrate. Et il va décliner, il va faire le portrait de la vie que Glaucon et Adimande pourraient mener si Socrate ne parvient pas à les convaincre. Donc, il va montrer qu'il va tirer toutes les conséquences pratiques du choix de l'ambition. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le passage que je vous ai extrait de République 2, 365a, 366b, le programme de l'ambition. C'est-à-dire qu'il vous explique pas à pas comment on va résoudre tous les problèmes qui se posent à un ambitieux qui veut faire carrière. Donc, dans ce texte, moi j'y vois 3 parties. Une première qui va de 365a à c, dans laquelle Adimante reprend à peu près les thèmes de son frère et reformule la problématique morale dont on a parlé déjà abondamment. Ensuite, une fois qu'il a formalisé ça, il va dire que l'ambitieux va rencontrer 2 obstacles. Le premier qui est un obstacle d'ordre politique, c'est-à-dire comment parvenir au pouvoir. Ça pose un problème qui est celui de l'association politique. Ce sera l'occasion de comprendre ce que c'est qu'un parti. Et après, à partir de mais les dieux, c'est à peu près au milieu de la page que je vous ai donnée, mais les dieux, il n'est possible d'échapper ni à leur regard, ni de leur faire violence, etc. Adimante va prendre en compte le scrupule religieux. C'est assez intéressant parce que souvent on a tendance à dire que si d'un point de vue humain on peut donner raison à Glaucon, c'est-à-dire qu'il faut faire n'importe quoi et penser qu'à soi, ce qui pourrait nous arrêter, c'est l'idée, oui, si on fait ça, on va aller en enfer. C'est-à-dire que Adimante va prendre en compte la tentation qui est commune, qui est de fonder la morale dans la religion. D'accord ? C'est-à-dire de dire, voilà, ça c'est un argument que Glaucon n'a pas vu. C'est de dire, peut-être que, en effet, d'un point de vue humain, la justice ne vaut pas tripette, mais il ne faut peut-être pas oublier qu'il y a des dieux. Ou alors, on ne sait pas. Mais s'il y en a, et qu'on agit n'importe comment, on risque de prendre cher. Donc, il fait naître, Adimante, c'est très fort, fait naître dans la conscience de l'ambitieux ce scrupule théologique qui consiste à dire, oui, bon, là je les ai bien eus, mais Dieu me voit. Et qu'est-ce qui m'attend ? Et vous allez voir, c'est pour ça que le texte est redoutable, c'est que vous allez voir comment, avec quelles conséquences, Adimante montre que le scrupule religieux ne doit pas faire reculer l'injuste. Ça veut donc dire que les religions sont impuissantes à moraliser réellement qui que ce soit. C'est-à-dire qu'un homme libre ne peut pas tirer sa morale de la religion. Il y a une critique chez Adimante, il y a une critique radicale du fait religieux qu'il va falloir comprendre. Pourquoi est-ce que la religion, ou en tout cas le souci de Dieu, ne vous interdira pas de faire n'importe quoi ? C'est-à-dire que le grand paradoxe qu'Adimante va suggérer, c'est que non seulement on peut être pieux et être très injuste, c'est-à-dire on peut avoir une vie religieuse, être un bon croyant si vous voulez, et pourtant être un tyran, mais en plus, c'est encore plus redoutable, si vous êtes injuste, vous trouverez plein de prêtres pour vous applaudir et dire que c'est très bien ce que vous faites, et etc. Voilà. Donc il y a déjà tout. Il y a déjà la collusion qu'on voit périodiquement entre les églises et la tyrannie et l'oppression. Les exemples historiques, là, ils pourraient se bousculer. Le nombre de fois où vous avez eu des dignitaires religieux pour venir sanctifier des armes d'oppression, en disant, bon, voilà, c'est très bien aller dans des prisons ou orchestrer des massacres. Bon, voilà, Adimante a conscience de ça. C'est une vaste objection. Donc, j'aimerais bien avoir un peu de temps pour vous parler de tout ça. Alors, donc je vais passer assez vite sur la première partie, que je vais vous lire rapidement, et je vais la commenter. Alors, il y a quelques coquilles que je n'ai pas corrigées, mais il va quand même falloir que je corrige ça. Donc, c'est Adimante qui parle. Tous les arguments de ce style et de cette qualité, mon cher Socrate, dit-il, que l'on avance au sujet de l'excellence et du vice, pour expliquer quelle valeur les humains et les dieux leur accordent, quels effets croyons-nous qu'ils peuvent avoir sur les âmes des jeunes gens qui les ont entendus quand ils ont une bonne nature, et sont pour ainsi dire aptes à butiner tout ce qu'on leur dit et en déduire quel homme il faut être, et où il faut se diriger pour passer sa vie de façon la meilleure. Parce qu'il parle ici des arguments un peu moralisants, en disant il faut que tu ranges ta chambre, il faut que tu sois un bon garçon, etc. Quand vous avez une âme noble, et que vous êtes assez ouvert d'esprit, vous êtes prêt à réfléchir, vous arrivez assez vite à vous demander quelle vie je vais mener. Est-ce que je vais mener une vie, pour le dire vite, d'ambitieux ou de sage, etc.
Selon toute apparence, je reprends le texte, selon toute apparence, ce jeune homme, bien né, plutôt instruit, se dirait à lui-même, avec les mots de Pindare, cette phrase célèbre: la haute muraille, l'escaladerai-je selon la justice ou par des ruses torses, pour ainsi passer ma vie bien retranchée. Car ce que l'on en dit indique que je n'aurai aucun profit à être juste, à moins d'en avoir aussi l'apparence, tandis que les souffrances et les punitions qui en découleraient sont évidentes. En revanche, l'homme injuste, qui s'est procuré une semblance de justice, une vie bénie des dieux, lui est attribuée. Donc, puisque le semblé, comme les sages me le font voir, peut faire violence même à la vérité, et qu'il est le maître du bonheur, c'est vers lui qu'il faut entièrement se tourner. Alors, je vais commenter ce passage-là. Adimante reprend la question en disant, voilà, on a un jeune homme bien né qui se demande ce qu'il doit faire de sa vie. Finalement, il lui apparaît qu'il a deux choix, soit parvenir à une excellence selon la justice, ou par les ruses torses, c'est-à-dire par l'injustice. Et ça, c'est le problème de Glaucon. Mais il va dire, finalement, c'est pas le problème. Ce qui importe, c'est pas tant de choisir entre ces deux techniques. Ce qui importe, c'est de bien gérer les apparences. C'est ça la plus-value d'Adimante, c'est de dire qu'au fond, toute la question morale, elle se dissout dans une question unique qui est celle de l'apparence. Adimante a compris que si la thèse que son frère a rapportée est vraie, à savoir que l'injustice est meilleure que la justice, l'homme doit se débarrasser de la question même du réel. Tout n'est qu'apparence. L'important, c'est de mettre les apparences de son côté. La semblance, l'apparence, cela seul importe. En langage moderne, on dirait que si vous avez vraiment, si l'ambition est la vraie voie, ça veut dire que tout est affaire de com. Ça découle assez nécessairement de ce que j'ai dit avant. Tout est affaire de communication. L'important, c'est de mettre les apparences de son côté. Il faut se guérir du souci de la vérité. C'est pour ça qu'Adimante va encore plus loin. Glaucon a le souci de la vérité. Il se dit, le réel, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est selon la nature. Et Adimante va plus loin. Il dit, si effectivement la vraie vie, c'est celle de la tyrannie, de l'ambition, etc., ça veut dire qu'il va falloir déraciner en son cœur le souci de la vérité. Prononcez donc la formule que vous connaissez tous, la formule de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? L'indifférence, au fond, vous savez, à ceux qui reprochaient à Pilate le fait d'avoir condamné un innocent, en disant, mais quand même, tu sais bien que c'est pas vrai, que voilà, ce qu'on te dit c'est faux. Je dis, mais qu'est-ce que la vérité? Au fond, l'important c'est quoi? C'est qu'on préserve les apparences et que le peuple soit content. La vérité, la justice, c'est des mots. Cette indifférence à la vérité, c'est le stade dernier de l'ambition. C'est quand justement vous avez réussi à déraciner en vous le souci du réel. Et c'est très fort. C'est très fort de la part d'Adimante de voir ça. Car il s'agit bien de déraciner ici le souci philosophique, une fois qu'on a compris où était la meilleure des vies. Une fois que vous avez compris que vous avez besoin d'être philosophe quand vous êtes jeune, pour comprendre la relativité des opinions. Mais une fois que vous avez compris ça, il va falloir oublier la philosophie et se consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire la conquête du pouvoir. Là, je fais une paraphrase, je fais un peu vite, je fais une paraphrase d'un passage du Gorgias de Platon, où Calliclès, qui est un peu l'anti-Socrate, si vous voulez voir le côté obscur de la force, dans toute sa majesté, là ça transparaît un peu, mais lisez les passages où Calliclès parle dans le Gorgias, parce que c'est l'anti-Socrate, et il dit très clairement ça, il dit à un moment, moi je trouverais que quelqu'un qui ne fait pas de philosophie à 18 ans, c'est un peu un nul, c'est quelqu'un qui n'aura jamais réfléchi, mais quelqu'un qui en fait à 50 ans, il a raté sa vie. Et voilà, les âmes nobles ont besoin d'avoir un peu d'instruction, et une fois qu'ils en ont, il faut se consacrer aux vraies choses, c'est-à-dire conquérir le pouvoir. C'est ça la thèse de Calliclès. Je vous renvoie à ça si ça vous intéresse. Je reviens à cette idée qu'on va simplement retenir, regardez dans la formule, je la retrouve. Puisque le semblé, comme les sages me le font voir, peut faire violence même à la vérité, et qu'il est le maître du bonheur, c'est vers lui qu'il faut entièrement se tourner. Qu'est-ce que ça veut dire que consacrer sa vie à l'apparence? Ça veut dire que Adimante nous peint dans l'ambitieux quelqu'un qui a compris que la cité est un monde où rien n'est vrai. Rien n'est vrai. C'est ça le vertige
une autre forme, un autre aspect du vertige du pouvoir. Rien n'est vrai. Comprendre que la vie sociale, ce n'est que des apparences qui ont réussi. C'est des mensonges qui ont bien marché. Mais il n'y a pas de vérité. Au fond, sur la justice ou sur l'injustice, on n'en sait rien. On n'a que des idéologies qui ont bien fonctionné, qui sont peut-être d'absurdes illusions. Mais, oui. C'est quoi la différence entre vérité et réalité? Parce que là, l'apparence s'oppose à... Ouais, c'est là où c'est intéressant, c'est que justement, quand vous arrivez au stade que décrit Adimante, il n'y a plus que de l'apparence. C'est-à-dire quand vous dites effectivement l'apparence elle s'oppose à quoi, vous supposez toujours qu'il y a un réel. Imaginez, c'est très difficile, imaginez de dire que finalement on déracine en soi tout souci du réel ou du vrai, et qu'il ne nous reste plus qu'un jeu absurde d'apparence. Si vous voulez, pour vous aider, je vais juste prendre un exemple encore contemporain. Les grandes maximes du sarkozysme qui sont des fois très profondes. Il y en a une où il a théorisé son action, Sarkozy, en disant jusqu'à moi, la communication était la conclusion de l'action. Aujourd'hui, la communication est l'action même. C'est-à-dire qu'avant, voilà, politique à papa, vous dites ah là là, comment est-ce que je peux répondre à un problème réel qui est le problème du chômage. Là, vous voyez qu'il y a un problème, et puis après, il faut adapter le discours. C'est-à-dire, on va faire ça, puis vous le vendez, vous communiquez après. Vous avez fait une réforme et vous dites qu'elle est très bien. La force du Sarkozy, c'est de dire, bon, on s'en fout de savoir quel est le problème. L'important, c'est de faire une annonce et de dire, voilà, je dis ce qui est. C'est que, je sais pas, grâce à mon nouveau plan, le chômage n'est plus un problème. Voilà. Ça vous éclaire un petit peu, ce que je dis ? C'est un point un peu difficile. Ce qu'on peut juste retenir, on en reparlera tout à l'heure, ce qu'on peut peut-être juste retenir ici sur ce point, c'est que Adimante définit comme objectif à sa formation le fait de savoir jouer avec les apparences, se consacrer à l'apparence. C'est ça qu'il faut faire. J'ai envie de vous dire, mademoiselle, que si vous voulez, en vous posant cette question-là, en disant mais finalement le réel, etc., c'est que vous n'irez pas loin dans la vie, quoi. Qu'il y a un moment où il faut plus se poser cette question-là, et il faut y aller, quoi. On s'en fout, on fait de la com. C'est ça que veut dire Adimante. Oui, vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il essaie de nous dire en quoi est-ce que le souci philosophique et le souci du réel, c'est le boulet qui nous empêchera de devenir président. Il faut arriver à se moquer du réel. Et c'est peut-être la grande force de Sarkozy. De dire que finalement, on s'en fout. Tout est affaire de discours. À partir du moment, si vous avez 30 000 gazettes qui vous expliquent que vous êtes génial, vous n'avez pas besoin de vous demander si votre vertu, ce qu'il en est du réel. C'est vrai, puisque tout le monde le croit. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Donc, là-dedans, tout ça, ça pose quand même un problème. Comment faire pour se consacrer à l'apparence ? Eh bien, il va falloir, je passe à mon deuxième point, la question de l'obstacle politique, il va falloir se construire un masque. En guise de façade et de décor, il me faut dessiner un cercle tout autour de moi, une image en trompe-l'œil de l'excellence, et par derrière tirer le renard avide et changeant du tressage archiloque. Voilà, il pose le problème, il se dit bon, il faut que j'arrive à construire une image de moi, il faut que je construise mon image, pour ça j'ai besoin d'un conseiller en communication, si vous voulez, j'ai besoin de Séguéla, ou j'ai besoin de qui vous voulez, qui va me construire une image, et puis derrière je fais mes ruses. Voilà, parce que il s'agit de sauvegarder les apparences, parce que il n'y a que comme ça que je peux agir sur les gens, c'est en les convainquant que je suis un chic type. Mais derrière, si véritablement j'agis en chic type, je me ferai avoir. Donc surtout, il faut que mon discours soit contradictoire. Mais je dois le dissimuler, je dois le cacher. Donc il faut que j'orchestre comme ça cette dissimulation. Il faut que je sois comédien. Comment faire ? Il y a des solutions pour ça. Il y a des manières d'apprendre à se construire une couverture intéressante. Voyons comment les conseils d'Adimante là-dessus. Si nous voulons être heureux, c'est par là qu'il faut passer. Il faut tromper les gens. En suivant la trace qu'indiquent les arguments. Pour ce qui est de passer inaperçu, nous formerons des conspirations et des sociétés de camarades. Et il existe des professeurs de persuasion qui donnent le savoir-faire spécialisé pour s'adresser à l'Assemblée populaire et au tribunal. Alors, comment faire pour construire ce cercle de dissimulation ? D'abord, il faut avoir des bons profs. Des profs qui vous apprennent à mentir correctement. C'est-à-dire des profs qui vous apprennent à user du discours pour parler au tribunal et à l'Assemblée. Il faut aller à Sciences Po, quoi. Là, vous avez des gens qui vont vous apprendre à maîtriser un discours qui va vous permettre d'argumenter, d'expliquer aux pauvres
qu'il a bien tort qu'il a bien tort de se révolter, d'expliquer, de pouvoir expliquer à la télé que voilà, aujourd'hui, je sais pas, l'augmentation des impôts, c'est une nécessité, ou j'en sais rien, enfin, ce genre de choses, il faut l'apprendre. Donc il y a des professeurs de ça. Ces professeurs de persuasion, c'est les professeurs de rhétorique. Pour Platon, ils les appelaient les sophistes, évidemment, professeurs de rhétorique, qui apprennent à parler. Les sophistes, bon, c'est un point de terminale, là encore, c'est les grands ennemis des philosophes, dans l'espèce de scénario un peu vite fait. Mais les sophistes, grâce à leur art de la rhétorique, leur connaissance anthropologique, etc., vont rendre un homme bien doué, vont le rendre capable de devenir effectivement crédible, d'être un bon orateur. Et vous ferez attention, enfin, je veux dire, là encore, il ne s'agit pas de moraliser, parce que il y a des gens qui ont une vraie puissance oratoire. Prenez, nos hommes politiques ont une force de conviction, une habileté rhétorique et un culot qui fait qu'il y a des fois, à un moment, il faut se surveiller, parce qu'on est en train de se dire, c'est vrai qu'il a raison, avant même d'avoir réfléchi à la question, etc. Donc si vous n'avez si vous n'avez pas déjà éprouvé ce sentiment de trouble quand vous entendez un mec qui serait peut-être d'un camp adverse à celui dans lequel vous aurez tendance à pencher et vous dire tiens, finalement, quand même il est fort, c'est que vous n'avez pas bien vu encore la puissance du discours politique. Donc, d'abord, il va nous falloir trouver des profs. Ça, on en trouve. Des fois, ça coûte cher. C'est pour ça que les sophistes étaient très riches. C'est qu'ils allaient racketter les familles bourgeoises, si vous voulez, qui voulaient que leur fils parvienne, en leur disant bon, tu veux parvenir, tu vas faire un chèque. Ça n'a pas beaucoup changé, là encore. Donc, d'abord des profs. Deuxième grand moyen que je trouve génial par sa lucidité, c'est nous formerons des conspirations et des sociétés de camarades. Alors, pour mentir, il faut mentir en groupe. Parce que si vous êtes seul à sortir un bobard, ça va se voir. Mais si vous êtes 200 à dire mais tout à fait, mon cher collègue, comme l'a dit voilà, la pauvreté aujourd'hui est une contrainte inhérente au monde contemporain, on ne peut pas tout changer. Voilà. Si vous voulez, quand le discours est relayé par une société qui dit la même chose, finalement ça gagne du poids et de l'audience au niveau collectif. C'est en ce sens-là où il faudra créer des partis. Toute ascension politique suppose un parti politique. C'est vieux comme le monde. Et c'est d'actualité en ce moment. Simplement, un parti politique, en grec, on parlait d'étaïri. Étaïros, en grec, ça veut dire l'ami, enfin le camarade de combat. Et les étaïri, si vous voulez, c'est un groupe de jeunes gens qui prend parti pour une réforme et qui va essayer de l'imposer, etc. En langage un petit peu 18e, on parlerait de factions, si vous voulez. Les factions, c'est ces groupes d'intérêt, de gens qui disent, bon voilà, on va faire des complots, etc. Donc, ici, Platon voit très bien que pour sauver les apparences, pour accompagner la conquête du pouvoir, il est ici essentiel de se constituer un club de supporters, et en tout cas un parti qui va relayer le même discours. Parce qu'on voit bien que là encore, étant donné que l'enjeu politique, c'est un enjeu finalement intellectuel, un enjeu rhétorique, puisque aura le pouvoir celui qui pourra prouver qu'il a raison. Et c'est transparent aujourd'hui dans un régime démocratique où d'une certaine manière on demande aux gens de donner le pouvoir à ceux qui convaincront le mieux, qui pourront convaincre le mieux tout le monde, qu'ils sont les meilleurs et les plus indiqués pour la tâche. Donc pour ça, il va vous falloir un club de supporters qui va relayer votre discours. Il va donc falloir construire, j'allais dire, une espèce d'appareil idéologique qui va pouvoir étayer et soutenir vos candidatures et puis accessoirement vos comportements. En effet, un pouvoir qui est méprisé va s'effondrer. Un pouvoir où dont le discours paraît ridicule est pas loin de s'effondrer. Il y a une petite anecdote qui est assez amusante sur la chute de Robespierre. C'est que, vous savez, Robespierre a institué en 1994 le culte de l'être suprême, et donc ça ennuyait tout le monde d'aller. On changeait une messe pour une autre, c'était son truc, et on va le suivre. Et le jour où il inaugure un peu la fête de l'être suprême, il devait cérémonieusement brûler la statue de l'athéisme. Parce que l'athéisme c'est pas bien, etc. Voilà, c'est immoral.
et dévoiler la statue de l'être suprême. Grandiose, ça. En foutant le feu à la statue de l'athéisme, en fait, les brindilles ont enflammé le drap qui drapait la statue de l'être suprême, ce qui fait que quand on l'a découverte, la statue de l'être suprême était noire de tête. Et il y avait des tambours, etc. Et tout le monde s'est marré quand ils ont vu ça. Donc là, si vous voulez, c'était un bide, quoi. C'était la catastrophe. Et on peut dire qu'à si vous voulez, à partir de ce moment-là, le pouvoir de Robespierre s'était effrité. Enfin, je veux dire, il était devenu ridicule, quoi. Quand on commence à rire quand vous parlez, c'est que vous n'êtes plus très loin pour lui de la guillotine, parce que c'était l'époque, ou sinon de retourner dans votre village, quoi. Bon, donc voilà ce que j'ai essayé de vous montrer. Deux moyens pour relever l'obstacle, les obstacles qui se dressent face à l'ambition. Le moyen politique, qui constitue la formation rhétorique et la constitution d'un parti. J'avais prévu de dire plein de trucs sur la notion de parti et de démocratie, pour faire un peu une incise. Ouais, je crois qu'en fait je vais en parler, et je ne vous parlerai pas de religion aujourd'hui, même s'il y a de quoi dire. Donc je vais conclure, là il me reste 10 minutes. Alors sur les partis, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais sortir un petit peu de Platon pour essayer de conduire une réflexion un petit peu plus générale sur l'idée de parti et de démocratie. Là encore, une lecture utile de Platon, c'est pas une lecture simplement érudite, où vous lisez Platon pour pouvoir dire que vous savez qui est Gigès, qui est Adimante dans un dîner en ville. C'est un peu ennuyeux, ça. Mais lire Platon devient intéressant si on est capable d'en tirer des lumières pour juger le monde contemporain. Et au fond, ce qu'on a pu voir avec cette question de l'ambition, outre le fait que, évidemment, les hommes étant un peu toujours les mêmes, si vous voulez, il y a des types, les types humains dont je parle, on trouve assez facilement des corrélats dans la réalité. Il y a quand même moyen, c'est une réflexion que moi j'ai faite en relisant ce passage, de tirer de ça une certaine critique finalement de nos propres préjugés démocratiques. C'est comprendre en quoi est-ce que il y a tout un tas de choses qu'on tient pour des acquis démocratiques et modernes, c'est-à-dire finalement qui nous permettent des fois de nous rengorger par rapport aux anciens en disant qu'on est quand même plus malin, que les sociétés sont plus justes. Et finalement, ce qui transparaissait, c'est que à travers cette idée de société de camarades, etc., on avait déjà une pensée du parti politique, qui pour nous est un instrument central de la vie démocratique. Qu'est-ce que c'est qu'un parti politique dans notre démocratie contemporaine? C'est des groupes d'hommes qui sont associés pour le pouvoir. L'objet du parti, c'est ce qui le distingue par exemple, je sais pas, d'un groupement religieux ou d'un groupement d'affinité. C'est que l'objet d'un parti politique, c'est de participer à la vie démocratique, d'élire des députés et donc de promouvoir des individus pour accéder au pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est que l'analyse d'Adimante suggère que là où il y a une association politique, il y a mensonge. En tout cas, il y a apparence. Ce que veut dire Adimante, c'est que les partis, les factions, sont par eux-mêmes une menace pour la société. Ils sont une menace pour la société si cette société peut vivre de manière républicaine. Pourquoi c'est une menace? Parce que tel que décrit par Adimante, un parti, c'est une bande de mercenaires qui cherchent à surmonter la pression des faibles. Qu'est-ce qui protège, en effet, les individus? Pour Adimante, ce n'est pas du tout la vie démocratique et le fait qu'il y ait des partis politiques. Le parti, c'est l'ennemi. Parce que c'est un groupe d'hommes qui veulent venir, qui veulent en profiter. Non, ce qui protège, c'est la passivité et l'indifférence des gens. Dans quel sens? Au sens où, là encore, ne pas se soucier de politique, ne pas prendre trop au sérieux les luttes, c'est éviter de donner plus de puissance au discours commun. C'est-à-dire qu'en gros, l'abstention, c'est presque qu'on pourrait en déduire, l'abstention, ça évite de donner trop de pouvoir. Alors c'est provocateur ce que je dis évidemment, mais c'est quelque chose qui mérite, c'est une hypothèse qui mérite d'être faite. En un sens, l'abstention, en tout cas le fait de considérer la démocratie comme simplement une habitude, et essayer de ne pas prendre trop au sérieux la politique, c'est finalement le seul rempart de l'homme du peuple contre le pouvoir des politiques. C'est-à-dire que, au contraire, politiser les masses,
c'est-à-dire leur convaincre qu'il n'y a rien de plus important que de savoir ce qui se passe au PS ou à l'UMP, etc., c'est donner une puissance encore plus forte aux gens qui nous gouvernent. En ce sens-là, si on tient le raisonnement d'Adimante, on pourrait peut-être se demander si, j'allais dire, le discours démocratique, le discours qui consiste à dire qu'il faut des partis, il faut voter, etc., si ce discours n'est pas lui-même idéologique. C'est l'inquiétude, c'est l'idée qui me revient de temps en temps, où je me réveille non démocrate, et où je me dis, peut-être que quelque part, le discours de la politisation, et le simple fait que moi aussi j'ai des passions politiques, peut-être que ce discours-là est une manière de me tromper, et de conforter une aristocratie politique qui vit certainement pas comme moi, et qui a bien besoin du fait que les gens sont convaincus qu'il n'y a rien de plus important que de savoir qui gagnera de Ségolène, de Martine ou de Nicolas. Donc, premier point, on peut retirer de cette page une certaine inquiétude politique. Le deuxième point, qui tient à la nature des partis, je l'avais dit, et qui est quelque chose que vous trouverez dans un texte que j'ai amené ici, qui est de Simone Veil, qui est un ouvrage qui est paru récemment, c'est la note sur la suppression générale des partis politiques. C'est un petit texte qu'on a retrouvé de Simone Veil, qui est un texte qui dit ce qu'il veut dire, c'est où elle s'intéresse à la vie des partis politiques. Ça, c'est un texte qu'elle écrit, je crois, dans les années 40, je suis pas sûr. Il faudra vérifier. Enfin, c'est un texte où elle préconise, comme elle l'a dit, la suppression des partis politiques, parce qu'elle développe l'idée qu'un parti politique, et donc la démocratie en tant qu'elle repose sur des partis politiques, et pas la démocratie en général, la démocratie, en tant qu'elle repose sur des partis politiques, n'a pas pour but le bien commun. Et elle s'appuie, entre autres arguments, sur une analyse du parti politique, où elle le décrit de la sorte. On va dire finalement, un parti politique, comme une église, mais de manière peut-être plus retorse, est une assemblée où les gens se promettent de penser la même chose. C'est-à-dire que le parti politique est cet endroit paradoxal où vous allez vous rassembler avec autrui sur la base de convictions partagées, et où, par efficacité, par souci d'efficacité, vous allez vous interdire d'être en désaccord. En langage contemporain, et puis là encore, on va croire qu'on est obsédé par le PS, mais c'était là encore très clair, en un sens, c'est-à-dire quand il y a des désaccords, il faut aboutir à une synthèse. C'est-à-dire que même quand il y a des désaccords, il faut qu'on dise qu'on soit d'accord. Unité, rassemblement, etc. Simone Veil note que ce type d'organisation sociale, elle constitue une pression sur l'individu qui se met dans une position d'abdiquer de son jugement. Et que sous ce rapport-là, le parti politique n'a pas vocation, beaucoup plus que la secte ou la communauté religieuse, à prétendre travailler pour l'émancipation intellectuelle et individuelle de ses membres. Donc, le premier élément de la critique de Simone Veil, c'est que cette idée qu'on pense toujours seul. C'est un individu, c'est un sujet qui va défendre une idée. Ce n'est pas un parti. Un parti ne pense pas. Là où un groupe pense, il y a oppression. Parce que les groupes ne pensent pas. Les groupes contraignent les individus à dire quelque chose. Mais en ce sens-là, l'idée que la pensée politique doit trouver comme médium privilégié la forme du parti, c'est-à-dire de la synthèse, de l'unité, c'est très dangereux. Parce que ça veut dire, peut-être, que seuls les groupes pensent. Et qu'un individu tout seul qui a une idée, ça vaut rien. J'ai retrouvé un texte là-dessus qui est intéressant, qui est un texte de Robespierre, qui est un texte d'une intervention, c'est très paradoxal, mais c'est assez intéressant, où Robespierre, donc, en 92, débat contre les Girondins pour s'opposer à la guerre. Il dit les Girondins veulent faire la guerre, etc. Nous, on ne veut pas faire la guerre, il ne faut pas faire la guerre avec la Prusse, on est pour la paix, etc. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est qu'il dit, bon, en gros, les Girondins, c'est les gens de Brissot, les gens qui veulent faire la guerre sont une faction qui est vendue aux aristocrates et qui disent, une fois qu'il y aura la guerre civile en France, le roi pourra revenir.
Et donc il faut pas du tout faire la guerre, il faut fermer nos frontières et tout. Mais si on est trop belliqueux, on va perdre, on va prendre une raclée, et ça sera la meilleure manière pour que le roi revienne au pouvoir. Et là-dessus, il démonte l'argumentaire de Brissot, qui défend la guerre, en disant, Brissot dit il faut que tout le monde se mette dans la communauté nationale, tout le monde doit soutenir les efforts de la Révolution. Je lis ce passage, et Brissot défend la défiance. Robespierre lui répond en disant, mais la défiance est un état affreux. Est-ce là le langage d'un homme libre qui croit que la liberté ne peut être achetée à trop haut prix? Elle empêche les deux pouvoirs d'agir de concert. Est-ce encore vous qui parlez ici? Quoi? C'est la défiance du peuple qui empêche le pouvoir exécutif de marcher, etc. Bon, qu'est-ce que veut dire... je mettrai le texte en ligne sans doute. Qu'est-ce que veut dire Robespierre? Il défend très paradoxalement le droit de l'individu contre les partis. Il dit, ne nous demandez pas de nous mettre en train et d'être dans l'enthousiasme guerrier, c'est-à-dire de prendre le flingue et d'aller franchir nos frontières pour aller faire la peau aux Russes en disant tous ensemble, nous sommes dans le parti de la Révolution, etc. Et Robespierre lui dit, attendez, on va se calmer, hein. On est des individus, on a fait la Révolution pour défendre les droits des individus, ne commencez pas à reprocher aux gens en face d'user de leur cerveau et d'être défiants. Hein, parce que Brissot dit, surtout il ne faut pas réfléchir, il faut de l'enthousiasme, sinon on va perdre, etc. Et donc Robespierre, de manière très paradoxale, va défendre les droits de l'individu contre le parti, en disant, attention, si vous voulez, abstention, hein, n'applaudissons pas des deux mains, retenons-nous d'applaudir, mais au contraire, faisons attention à ne pas être emporté par cette petite faction girondine qui l'accuse de tous les maux. Hein. En ce sens-là, ce que vous pouvez retenir, parce que c'est un peu dense et ça va vite, ce que vous pouvez retenir, c'est que le parti politique, il s'oppose au droit de l'individu, de la pensée de l'individu. L'autonomie de l'individu, elle est toujours mise en danger par ce que je peux appeler la mise en demeure politique. C'est finalement, chacun a ses doutes, ses réflexions, et il y a un moment où il y a une mise en demeure politique qui consiste à dire, tu votes pour qui? T'es dans quel camp? Alors t'es de gauche ou t'es de droite? Choisis ton camp. Ce qui est intéressant dans le texte de Robespierre, c'est que face au parti de la guerre, ceux qui disent il faut faire la guerre, lui va dire non, il faut être du parti de l'intelligence, de ceux qui critiquent, de ceux qui se défient, et surtout ne pas céder aux factions. Ce qui est génial chez Robespierre, c'est que le type qui vous fait ça dirige une des pires factions de la Révolution. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, après un moment, va constituer une vraie faction terroriste. Au sens où quand vous ne serez pas avec lui, vous finirez la tête dans le panier. Ce qu'on pouvait retenir de son intervention, que je trouvais paradoxal, parce que entendre Robespierre défendre les droits de l'individu, des fois c'est amusant. Robespierre nous peint l'individu comme en lutte contre les partis politiques. Et c'est ça la République. Moi, c'est ce que je retire de ça. Être républicain, c'est lutter contre les factions, au sens de lutter contre l'arraisonnement idéologique qui peut être produit par des partis, etc., qui vont après être assez facilement mis au service d'ambitions personnelles ou individuelles. De la même manière, il y a un texte intéressant ici, dans ce ouvrage, œuvre complète de Saint-Just. Vous avez un portrait dans un de ses discours, un portrait du révolutionnaire, en disant le vrai révolutionnaire est un homme seul. C'est pas un homme de parti. Le révolutionnaire, il est tout seul, il défend sa conviction, il est sobre, etc. Là encore, c'est très intéressant que des Jacobins comme Saint-Just ou Robespierre, en défendant la République, critiquent constamment cette idée de parti, et dire que le républicain, c'est un homme seul. C'est un homme qui, par exemple, ne demande pas à mettre sa voix dans une urne pour un groupe, mais qui veut faire en sorte que sa voix à lui soit entendue, en tant qu'elle est singulière, etc. Alors, derrière tout ça, il y a... alors ils ont complètement foiré, c'est dans le sens où, comme je l'ai dit, des gens qui défendent les droits individuels qui finissent terroristes, ça donne à réfléchir. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de retenir qu'il y a un enjeu il y a un enjeu politique dans l'idée même de parti, qui est la préservation de la singularité du jugement. Ce que la démocratie, c'est la conclusion que je tire de cette réflexion politique, ce que la démocratie représentative contemporaine finalement dissimule parfois, c'est que la politisation à outrance, et Dieu sait qu'on est dans des sociétés qui sont très politisées, au sens où les polémiques sont permanentes.
on est toujours mis en demeure et ramené aux soucis politiques, finalement, cette démocratie représentative, elle représente un danger d'oppression pour l'intelligence singulière. Un danger d'oppression pour l'intelligence singulière, qui est dépossédée d'elle-même, parce qu'on nous demande de trancher le plus souvent sur des questions qu'on entend mal, qu'on comprend mal. Moi, je sais que j'avais répondu à des sondages téléphoniques où je ne savais pas quoi répondre. Quand on m'appelle pour me dire est-ce que vous pensez que les choix fiscaux de tel gouvernement sont favorables à la croissance française, je n'en sais rien. Je crois même que j'ai des amis économistes qui n'en savent rien, pas beaucoup plus que moi. Enfin, cette mise en demeure finalement idéologique, elle fragilise l'esprit individuel et elle tend à perpétuer l'idée que la vie sociale est une guerre entre ambitieux. Là encore, nous sommes tous résignés à considérer que la politique, c'est d'assister au spectacle d'ambitions qui se heurtent, qui font des coups bas, qui font des ruses. Et c'est une des choses qui m'avait éclairé en lisant ce texte. C'est ce jugement que Hadimand porte de nos mœurs politiques à 2400 ans de distance. Finalement, ce portrait de la justice, de la justice et de la vie politique comme dominée par le conflit entre ces hétéries, cette importance du discours idéologique et de la nécessité de convaincre, tout ça nous donne à réfléchir sur nos propres mœurs démocratiques. Et je parlerai la prochaine fois, même si je voulais commencer la lecture suiviste et revenir au premier livre, je parlerai la prochaine fois de ce qu'on peut retirer en matière religieuse de la dernière partie du texte, à partir de mais les dieux, etc. Puisque de la même manière, Hadimand qui a triomphé du scrupule politique, comment je vais m'en sortir ? J'ai trouvé mes potes et on va faire de la com. C'est ça la meilleure solution. Comment je vais pouvoir ruser après avec les dieux ? C'est-à-dire avec le fait que je ne sais pas finalement ce qui m'attend. Ça sera pour la semaine prochaine et je veux bien qu'on reprenne quelques points.